On y va. Alors, équilibrage d'un bouchon de liège. Alors, les exercices de statique des fluides, ils sont potentiellement pas très durs si on s'y prend bien. Donc, vous allez voir que les corrections elles vont vous sembler a priori pas trop dures. La difficulté, c'est de réussir à traduire l'énoncé. Et comment on traduit bien l'énoncé? On fait un bon schéma. Donc l'énoncé est le suivant. Vous avez un bouchon de liège cylindrique de hauteur 5 cm, section 2 cm², placé dans un récipient avec suffisamment d'eau pour qu'il ne touche pas le fond. Déterminer la hauteur de liège immergé. Alors déjà, traduction de ce truc-là. Soit je fais un schéma avec le bouchon en liège comme ça, avec l'eau ici. Soit je fais un schéma avec le bouchon en liège comme ça, avec l'eau ici. Comment je fais pour choisir ces deux schémas? Eh ben, je fais le plus facile, évidemment. Donc, quand on vous dit qu'il est placé verticalement, ça vous dit c'est pas ce schéma. D'accord? Donc, c'est le dessin que j'ai fait après, vu en coupe. En gris, c'est le liège. Le liège s'enfonce un peu dans l'eau, mais ne coule pas. Et la grandeur qu'on cherche, c'est la grandeur H qui est ici. Comment on fait pour déterminer ce truc-là? Eh ben, on étudie l'équilibre du bouchon de liège. Alors, l'équilibre du bouchon de liège, on dit quoi? On dit juste somme des forces égale 0 à l'équilibre. Donc le système c'est le bouchon de liège, le référentiel c'est le référentiel du labo galiléen, et les forces qu'il subit, il y en a deux, il y a le poids et la poussée d'Archimède. Le point rouge c'est G, oui. Ici c'est le point d'application du poids, et en violet c'est le point d'application de la poussée d'Archimède, qui ne sont pas au même endroit. D'accord? Donc point d'application du poids, je l'ai dessiné à peu près au milieu du bouchon, point d'application de la poussée d'Archimède un peu plus bas. À l'équilibre, ces deux forces se compensent, et si je projette sur l'axe vertical ascendant, j'ai la poussée d'Archimède qui est égale au poids. Facile. En violet, c'est H sur 2. Oui, c'est quasiment H sur 2 parce que la contribution à l'air, la contribution de l'air à la poussée d'Archimède, c'est quasiment 0. D'accord? Après, du coup, j'écris la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, en norme, c'est le poids du volume de fluide déplacé. Il y a de l'air qui est déplacé, mais la masse d'air déplacée, elle est négligeable. Donc le volume de fluide déplacé, c'est... ça va pourrir mon dessin, mais c'est pas grave, c'est ça. D'accord? Donc c'est H fois S. Non, c'est un petit H aussi. Là. Oui, non, grand H, c'est la hauteur. Attendez, je continue. Donc c'est petit H ici, fois S, qui est la section ici, fois la masse volumique. Et là, j'ai obtenu la poussée d'Archimède. Grand H, c'est tout ça. D'accord? Grand H, c'est la hauteur du cylindre. C'était pas noté ça? Oui, si, c'est noté. Après, j'exprime le poids. Je ne comprends pas comment le résultat ne dépend pas du poids du bouchon. Bah si, il en dépend. Il en dépend via la masse volumique en fait. Il ne dépend pas directement de la masse, mais il dépend de la masse volumique. C'est ça qui est important. Vous voyez, dans le résultat, il reste ρ du liège ici. Ok? Et comme c'est la même section, si vous voulez, comme c'est la même section transverse pour et le poids et la poussée d'Archimède, la section elle va se simplifier. Donc j'équilibre les deux forces et j'isole petit h. Ça fait, je fais l'application numérique, ça fait 1,2 cm. Donc finalement mon dessin il est un peu raté parce que 1,2 cm ça veut dire qu'en fait c'est plutôt comme ça. D'accord? Alors vous pouvez essayer de faire l'expérience chez vous, prenez un bouchon de liège, vous le mettez dans l'eau, vous allez voir il ne va pas rester comme ça. Ok, donc déjà le problème c'est un problème qui est un problème un peu fictif. Alors après on vous dit on va rajouter une pièce. Donc on pose une pièce dessus. Donc si je pose une pièce, le bouchon il va s'enfoncer dans l'eau. Et la question c'est est-ce qu'il coule? Pour répondre à cette question, on refait le même raisonnement. Sauf que dans ce raisonnement, ce qui va changer, c'est l'expression de la poussée d'Archimède, parce que c'est plus la même hauteur. Donc ici, ça devient H2. Et c'est l'expression du poids, parce que dans le poids, il faut que je prenne en compte le fait que je rajoute une masse. Le ρ liège, ça correspond à ce qu'il y a en dessous de l'eau. Non, le ρ liège, c'est tout le bouchon. Le ρ liège, c'est le poids de votre objet. D'accord? C'est le poids du système.
Donc du coup, dans la deuxième question, je recalcule le poids en disant c'est le poids de la partie en liège plus la petite masse que je rajoute, et ça me fait un terme en plus. Et je recalcule le H2. Et si vous calculez le H2, vous trouvez que ça fait 2,4 cm. Donc c'est encore inférieur à grand H, donc ça coule pas. Et à chaque fois, on considère les points d'application. Non. Alors non, là, les points d'application des forces, ils ne sont pas confondus. Mais j'ai pas besoin de connaître le point d'application des forces pour faire le PFD à l'équilibre. D'accord? G, vous l'avez fait sauter. Oui, G, je l'ai fait sauter direct parce que j'ai. En fait, la question 2, c'est une réécriture de la question 1. Là, vous multipliez tout par G à chaque fois là. G, G, G. Ok? Mais c'est pas homogène, non, parce que quand on explicite les forces, c'est pas la même dimension que M. Si, là, c'est homogène, là. Là, l'équation que j'ai écrite en bas, c'est une somme de 3 masses. Sauf que comme l'accélération de la pesanteur est en facteur dans les trois termes, je l'ai simplifié directement. Antoine, c'est bon ou pas? Bon, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ah, c'est 4 Ah, c'est peut-être moi qui ai fait une inversion entre les deux. Donc vérifier l'application numérique, c'est peut-être moi qui fais une faute de frappe en tapant. Il n'y a pas G dans la 1 non plus. Oui, c'est pareil. Là, c'est pareil en fait. La poussée d'Archimède, c'est ρ de l'eau fois S fois H fois G. Le poids, c'est ρ du liège fois S fois grand H fois G. Et je simplifie par G. Ok, c'est 4,2. C'est moi qui ai fait une. C'est possible que j'ai tapé à l'envers. D'accord? Alors par contre, qu'est-ce qui va se passer concrètement? En fait, ce qui va se passer concrètement, c'est que si vous faites cette expérience-là, le bouchon il va basculer. Il va basculer pourquoi? Parce que le point d'application du poids, qui est ici, il est au-dessus du point d'application de la poussée d'Archimède, qui est ici. Et ça, je vous l'avais montré avant les vacances dans le principe de la quille. C'est-à-dire, si vous faites comme ça, si vous faites une petite rotation, ça génère un moment qui amplifie la rotation. Donc le truc, il se couche. Donc, vous pouvez essayer l'expérience. Ça va se mettre à tourner. C'est un peu comme dans le DS avec G qui se déplace. Ouais, si vous voulez, ouais. Oui, on peut dire ça. Et ça basculerait pas si les. Alors ça basculerait pas. Alors si les points d'application étaient confondus, vous auriez un équilibre indifférent. Ça ne bascule pas si la poussée d'Archimède et son point d'application est au-dessus du poids. D'accord? Donc par exemple, là d'ailleurs, si vous mettez ici une pièce sur le dessus, comme ça, en fait vous déplacez le point d'application vers la pièce, parce que la pièce elle est beaucoup plus dense. Donc en gros, avec la pièce, le point d'application il est là. Si vous voulez que l'expérience marche, vous prenez une pièce, vous la collez sur le bouchon, et vous mettez la pièce en dessous et le bouchon au-dessus. Comme la quille en fait. Là, le point d'application du poids va être sous le point d'application de la poussée d'Archimède, et ça va être stable. D'accord? Donc le bouchon tout seul, il va finir couché comme ça, et le bouchon lesté, il va finir comme ça. C'est bon? Alors exercice 2, je passe. Exercice 3, je passe. Exercice 4. Alors exercice 4, c'est un exercice un peu technique. Alors pas pour la première question, mais pour la deuxième question. C'est un exercice qui fait apparaître ce terme-là. Je vais vous expliquer d'où il sort. Alors, fosse océanique de profondeur 10 km. Donc fosse océanique de l'air, de l'eau, le fond de la mer, et ici 10 km. En ordre de grandeur, c'est la fosse des Mariannes, ça. Et on cherche la pression ici. Premièrement, on vous demande calculer la pression en supposant l'eau incompressible. Bon bah ça c'est facile, si l'eau est incompressible, je peux appliquer l'équation barométrique. Non Thibaut, j'ai pas encore mis la correction sur le drive, mais je la mettrai dans la journée. Okay, donc je peux appliquer l'équation barométrique, et je dis P de H, c'est P de 0 plus ρGH. Ça j'ai le droit parce que je suis dans les hypothèses d'application. Application numérique, facile, ça fait 1,001 10 puissance 3 bar. Le 1 qui est ici, c'est la pression atmosphérique. Hein. C'est le fait qu'ici j'avais déjà 1 bar. Ok,
pas forcément. Alors le 4, vous n'avez peut-être pas forcément me demander, mais je préfère vous le corriger moi, parce que c'est un exercice un peu particulier. Donc question 1, pas de problème, je fais juste l'équation barométrique. Question 2, on tient compte de la compressibilité de l'eau. Alors, donc la compressibilité de l'eau, c'est en fait de dire que quand vous allez changer la pression, le volume va un petit peu changer. Dans le modèle incompressible, l'équation d'état, c'était V égale constante. D'accord? Ça, c'est vrai que si vous faites des faibles variations de pression. Le problème, c'est que là, dans cet exercice-là, je veux comparer ce qui se passe ici, où il y a 1 bar de pression, à ce qui se passe ici, où il y a 1000 bars de pression. Donc là, je fais une très très forte variation de pression, de ce point-là à ce point-là. Et du coup, il faut que j'affine un peu la description en termes d'équation d'état. Et affiner un peu la description en termes d'équation d'état, ça revient à faire de la thermo un peu plus élaborée. Et ça se caractérise par la connaissance de ce coefficient-là, qui s'appelle le coefficient de compressibilité isotherme, dont je vous donne la valeur. Et du coup, l'équation d'état, c'est plus ρ égale constante. Là, j'avais ρ égale constante. D'accord? Là, c'est plus le cas, mais c'est ρ qui valide cette équation-là. Donc, vous la prenez telle qu'elle, et il faut qu'on modifie le problème à partir de ça. On vous demande d'exprimer des ρ sur des z, ρ de z, en gros, de retrouver tout ça. Alors, du coup, c'est ce que j'ai fait là. Donc, en fait, on a deux équations. On a l'équation, je ne peux plus écrire l'équation barométrique. Par contre, je peux écrire l'équation fondamentale de la statique des fluides, cette équation-là. Ce point de départ-là, il est toujours valable. Ça, c'est assez important à comprendre. C'est ce qui va vous permettre de vous sauver des situations un peu plus compliquées que celles du cours. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je remplace ici, j'isole dp. Oui, c'est un dz. C'est ρ g dz. J'isole dp dans cette équation-là. Et je l'injecte là, ici. Tac. D'accord? Et ensuite, je fais l'égalité des deux termes. Je fais ça égale ça. Et ça me donne cette équation-là. dρ sur dz égale kt carré ρ carré fois g. Qui est une équation différentielle du premier ordre pour la variable ρ. Si je veux trouver ρ, il faut que j'intègre cette équation. Donc ça, c'est une équation qui s'intègre par séparation de variables. C'est pas une équation linéaire, hein, mais je peux faire une technique de séparation de variables, ce que j'ai fait juste après. Donc là, je fais la technique de séparation de variables. J'intègre membre à membre, en supposant que G est une constante. Et en posant ρ0, la masse volumique, quand je suis au niveau de l'interface OR, au niveau de l'atmosphère. Et j'arrive à la loi d'évolution de ρ de z. Une fois que j'ai trouvé ça, et ben je vais pouvoir trouver la loi d'évolution de la pression. Donc là, je repars de l'équation rouge, et j'injecte dedans, ça marche plus ça, ici, j'injecte la nouvelle expression de ρ que je viens de trouver. D'accord? Et là, il faut que je me farcisse le calcul, parce que c'est un vrai calcul d'intégrale. Donc là, c'est un calcul d'intégrale comme vous savez faire en maths. Là, vous devez reconnaître la primitive d'un logarithme népérien. Donc vous refaites une intégration, et vous en déduisez la pression à l'altitude z. D'accord? C'est quoi le dénominateur de ρ de z? C'est 1 moins kt ρ0 g carré. D'accord? Qu'est-ce que je raconte? Gz, pardon. 1 moins kt ρ0 g fois z. C'est pas un carré, c'est un g fois z. Voilà. Et alors du coup, après, on peut comparer, on peut faire le calcul de la masse volumique en bas et de la pression en bas, donc on fait les applications numériques, et on peut voir le petit écart. Et le petit écart, finalement, c'est ça. Dans le modèle de départ, j'avais 1,001, et là, dans le modèle affiné, j'ai 1,006. Bon, ça a l'air de rien, mais ça fait un écart de 5 bars à la fin. On intègre selon quelle variable? On sépare les variables. Donc à gauche, j'intègre selon P, et à droite, j'intègre selon Z. J'ai une équation en P qui dépend de Z. Ok? En fait, je fais le même. C'est la même chose qu'ici. À gauche, j'avais ρ, à droite, j'avais Z.
Là, quand je suis ici, à gauche j'ai P, à droite j'ai Z. Voilà, donc si vous tombez sur une situation qui n'est pas une situation du cours, là en fait cet exercice-là, c'est un exercice qui n'est pas un des deux cas du cours. Dans le cours, on a fait le modèle incompressible et le gaz parfait. On a fait ces deux cas-là. Et si vous tombez sur un cas qui est un petit peu différent, c'est pas grave parce que techniquement vous savez faire. Techniquement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Ça, c'est toujours vrai. Ça marche. Et c'est ça le point de départ qui va vous intéresser. Ok? Alors, exercice d'après le 5. Alors, pour le coup, lui, il est un peu plus proche du cours, mais il n'est pas si facile quand même. Donc, modèle de l'atmosphère isotherme. Température, on vous la donne. Constante, accélération de la pesanteur, on vous la donne. L'air, c'est un gaz parfait, et on vous donne sa pression au sol, etc. Retrouvez la loi du nivellement barométrique. Alors, loi du nivellement barométrique, c'est pression en fonction de Z. D'accord? Donc ça, c'est dans le cours, je vous laisse, vous avez appris votre cours, je vous laisse faire. Donc je l'ai réécrite ici, c'est P égale P de 0 exponentielle moins Z sur H, où H, ça faisait 8 km. H, c'était 8 km. Quelle altitude est-ce que la pression chute de moitié? La pression, elle chute de moitié à l'altitude telle que j'ai P de Z0 égale P sur 2. P0 sur 2. Je reporte et je trouve que Z0, c'est 5,9 km. Facile. Question 1, facile. Question 2, un peu plus technique. Déterminer la masse de l'atmosphère. Alors, comment je vais faire pour trouver la masse de l'atmosphère? Je vais dire la masse de l'atmosphère, l'idée c'est de dire c'est masse volumique fois volume. Sauf que la masse volumique dépend de la position. Parce que la masse volumique, elle suit la même loi que la loi de pression. Ça, on avait vu ça dans le cours. Ces deux lois-là, c'est les mêmes. Dans le cadre du modèle isotherme. Attention, on vient de voir dans l'exercice juste avant que c'est pas général. Oui, la question 1, vous devez la redémontrer. Moi, je ne l'ai pas redémontrée parce que je l'ai faite en cours. La question 2, vous n'avez pas le droit la question 1, vous n'avez pas le droit de la sortir directement. Il faut la démontrer. Donc, si je veux calculer la masse de l'atmosphère, il faut que j'intègre sur un petit élément de volume. Donc là, vous imaginez ça, c'est la Terre. L'atmosphère, elle est au-dessus, hein, comme ça. Ça, c'est la... Il y a un petit élément de volume, et je vais calculer la masse de ce petit élément de volume. La masse de ce petit élément de volume, c'est ρ fois le petit élément de volume. Et je prends un élément de volume à l'échelle mésoscopique. D'accord? Et après, je vais sommer sur tout le volume qui reconstitue l'atmosphère. Traduction, quand vous écrivez ça, vous faites l'intégrale triple de ρ dV, et l'intégrale triple porte sur toute l'atmosphère. Après, cette intégrale triple, je vais la découper en petites parties, et il y a une faute à un endroit. Θ, il va de 0 jusqu'à pi. Là, il y a une faute de frappe. Donc, je vais la découper en utilisant des coordonnées sphériques. Donc, les coordonnées sphériques, c'est que je vais me déplacer dans cette direction-là, qui est la direction ER. Je vais me déplacer dans cette direction-là, qui est la direction Eθ. Et je vais me déplacer vers le fond dans la direction Eφ. Et à chaque fois, je vais faire un petit élément, enfin un petit déplacement élémentaire. Ça va me permettre de reconstruire le petit volume dV. Donc ça, on l'avait fait en cours. Le petit volume dV, il est ici. Et après, je regarde où j'intègre. Alors, Loïc, on pouvait s'arrêter à 5H. Ouais, RT plus 5H. Alors ça, c'est si vous vouliez faire un calcul approché. Ouais, on pouvait faire ça. Effectivement. D'accord? Je vais vous montrer juste après. Donc, il faut que j'intègre sur chacune des trois variables. L'idée, c'est de dire, je vais d'abord intégrer sur les deux variables angulaires et j'intègre à la fin sur la variable R. Ça me donne ce calcul-là. D'accord? Les deux intégrales sur les variables angulaires, elles sont assez simples. Il me reste ce truc-là à droite, qui n'est pas évident. Alors, vous avez peut-être les techniques en maths pour faire des calculs d'intégrales de ce genre-là. Eφ, oui, Eφ, il est vers l'arrière, exact. Bien vu. Tac. Voilà. Alors, sinon, on pouvait calculer ρ moyen. Oui, on peut faire un calcul de ρ moyen et en déduire la masse. Le problème, c'est comment vous calculez ρ moyen, enfin, comment vous calculez le volume d'un truc qui est lui-même infini. Hugo, les vecteurs unitaires, c'est ER, Eθ, Eφ. Et Quentin, là, a priori, le volume de l'atmosphère, c'est infini. D'accord?
Donc on peut faire... oui, on s'arrête à 5H, oui, RT plus 5H, oui. Et alors voilà, c'est là que c'est là que le problème devient intéressant. Ça, c'est un truc que vous savez faire en maths. Effectivement, il faut faire des intégrations par partie. D'accord? Ça, c'est un raisonnement de maths. Après, il y a deux autres raisonnements. Premier raisonnement, le raisonnement du physicien, qui consiste à dire c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'infini parce qu'à la fin, il y a quasiment plus de masse. Ah ouais, alors, à l'infini, vous savez pas faire ça? Ah zut. Bon, tant pis. On va faire le raisonnement du physicien. Donc le raisonnement du physicien, c'est de dire je vais pas aller jusqu'à l'infini. La masse, elle est contenue essentiellement dans les premières couches de l'atmosphère. Donc ça, je vais le remplacer par RT plus 5H. Pourquoi je mets RT plus 5H? Parce que H, c'est la hauteur caractéristique. D'accord? Vous posez le calcul et vous arriverez au résultat. Ça, c'est le raisonnement de celui qui doit faire le calcul avec le papier crayon. Deuxième raisonnement, c'est celui de l'ingénieur. Il a calculé une intégrale. Il ne va pas prendre un papier et un crayon. Il va taper 3 lignes de code et ça va lui sortir le raisonnement, le résultat, ce que j'ai fait là. Et je l'ai fait, alors je l'ai fait sur... Donc j'ai calculé l'intégrale ici, numériquement, par la méthode des trapèzes. Ça vous montre une autre fonction d'intégration en informatique. Et je l'ai fait entre RT, alors j'ai fait ça de façon un peu bourrin, hein. Je suis allé jusqu'à 250 RT en me disant, voilà, 250 rayons terrestres, c'est quand même assez. D'accord? Et j'ai fait la résolution numérique. Bon, vous comparerez les résultats que vous obtenez, vous devez obtenir quasiment la même chose. Ok? Ça, voilà, donc là vous avez fait un joli calcul d'intégrale triple. Question, quelle est la validité de ce calcul? Réponse, pas grand chose. Pourquoi 5H ça suffit? Parce que c'est une exponentielle décroissante ici. C'est un petit peu comme le 5 taux d'une décharge d'un condensateur. Quand vous êtes à 5 taux, vous avez atteint 95% de la valeur finale. Et donc vous avez intégré quasiment toute la courbe. Pareil. Donc là, vous avez fait un super calcul bien compliqué. Maintenant, si je reviens aux hypothèses de ce calcul, il y a une hypothèse forte, c'est le point de départ ici, c'est t égale constante. D'accord? Et donc après, vous dites, bah, ok, t égale constante, est-ce que c'est vrai? La réponse, c'est non, parce que si vous suivez le profil de température dans l'atmosphère, vous savez que ça ne marche pas. Donc finalement, tout ce calcul-là